La vie peut bouleverser vos plans. C'est pourquoi je ne me donne plus la peine de planifier. Avant mon divorce, j'étais un fervent adepte de la planification. Au travail, je prévoyais toutes les urgences possibles dans mon département. J'avais des plans de secours prêts au cas où les principaux échoueraient. Aujourd'hui, j'ai reçu un appel me disant que je devais voir mon ex-femme. Cela faisait plus d'1 an que je ne l'avais pas vue. Et je n'étais pas enthousiaste. Mais comme ma fille me l'a demandé, j'ai dû y aller. Ma fille, Samy, était vraiment insistante. Alors, je suis retourné en ville. Il m'a fallu presque 1 heure pour traverser les autoroutes encombrées jusqu'à l'hôpital de la ville où Samy avait emmené sa mère. Je me suis garé, espérant ne pas rester longtemps. Au comptoir d'information, j'ai appris que mon ex-femme, Erika, était à l'hôpital depuis 2 jours. Une infirmière m'a conduit à sa chambre, mais m'a dit qu'elle dormait encore. Qu'est-ce qu'elle a? Ai-je demandé. Votre femme a-t-elle commencé? Je l'ai interrompue en disant « Ex-femme, très ex-femme » avec un sourire. L'infirmière m'a rendu mon sourire, mais son expression est devenue sérieuse. « Papa, sérieusement, tu ne flirtes pas avec l'infirmière pendant que maman est à l'hôpital, n'est-ce pas ?» a dit ma fille derrière moi. « Bien sûr que non. »« Samy » ai-je répondu. Si je flirtais sérieusement, j'aurais au moins demandé. J'ai jeté un coup d'œil à l'infirmière. « Bonnie, a-t-elle dit ? Ce nom vous va bien. » ai-je ajouté. Ma fille m'a alors poussé dans la chambre de sa mère, interrompant notre moment de sourire. La chambre comptait 4 lits et était l'endroit le plus déprimant où j'ai jamais été. Que ce soit dans un hôpital ou ailleurs. Cette chambre est affreuse. A-t-elle dit. J'ai haussé les épaules. Papa, elle est ici parce qu'elle n'a pas d'assurance maladie. Darren ne peut pas l'ajouter à notre plan. La seule personne qui pourrait, c'est... Sa voix s'est éteinte. Samy, ma chérie, je t'aime plus que tout. Je ferai presque n'importe quoi pour toi. Mais il faut que tu comprennes que ta mère et moi sommes divorcés. J'ai fait tout ce que le juge a ordonné, mais pas tout ce qu'elle voulait, a dit Samy doucement. Nous sommes restés près du lit, regardant la femme endormie. Elle n'a jamais voulu divorcer, tu sais, a dit Samy calmement. Elle t'aime encore, même maintenant. Les gens en enfer veulent de l'eau glacée, ai-je dit froidement. Mais ils sont là-bas, à cause de ce qu'ils ont fait. Ta mère et moi sommes divorcés à cause de ce qu'elle a fait quand nous étions mariés. Je sais ce qu'elle a fait, a dit Samy. J'étais là. Mais je ne peux m'empêcher de penser que vous êtes toujours faits l'un pour l'autre. Elle t'aime tellement. Papa, regarde-la. Elle s'effondre. Certaines personnes ne vieillissent pas bien, ai-je dit froidement. Peut-être qu'elle devrait prendre soin d'elle. Elle a besoin de son mari, a craché Samy. Elle a besoin d'amour et de soins. C'est pourquoi elle dépérit. Tu m'as réveillé pour ça, ai-je dit moqueusement. Qui est son mari? As-tu de la compassion? A demandé Samy. Tu ne connais pas la compassion. Ai-je rétorqué. Je l'ai supportée pendant des années. Je lui ai donné des chances, mais elle n'a pas pu lâcher prise. Papa, ne veux-tu pas trouver quelqu'un avec qui t'installer et profiter de la vie pour de bon? J'y ai été. J'ai fait ça, et je dis amèrement. Je pensais avoir cette personne. Je l'aimais assez pour mettre ma fierté de côté et essayer de réparer les choses, même après avoir découvert ce qu'elle faisait. Mais elle n'a pas pu lâcher prise. Certaines femmes peuvent aimer 2 hommes à la fois, a dit Samantha. Et certains hommes peuvent gérer ça, ai-je répondu. Mais pas moi. Pourquoi suis-je ici, d'ailleurs? Je suis ici depuis qu'on l'a amené, a dit Samantha. J'avais besoin d'une pause pour rentrer, me doucher, me changer et voir mon mari. Darren est resté avec elle hier, mais il n'aime pas maman. Il l'aimait jusqu'à ce que j'arrête. 3 familles presque détruites à cause de 2 personnes déséquilibrées. Ai-je dit, peut-être qu'ils vont ensemble. N'as-tu aucune compassion? A demandé Samantha. Parfois, je ne trouve pas mon cœur. Ai-je rétorqué? Elle l'a arraché. N'as-tu pas déjà eu ta revanche? A demandé Samantha. Tu as brisé son esprit. Que veux-tu de plus? Je n'ai pas eu de revanche. Ai-je dit? Je suis parti. Je ne comprends toujours pas, a dit Samantha. Tu n'es pas du genre à partir. Il y a tant de choses que je ne comprends pas depuis ces 2 ans après le divorce. Comme quoi? Ai-je demandé. Nous avons tout partagé sauf la maison. Ça n'avait pas de sens. A-t-elle dit? Maman ne voulait rien de tout ça. Elle te voulait? Toi. Et on dirait que vous auriez dû avoir beaucoup plus d'argent que ce que vous aviez réellement. L'avocat de ta mère a examiné toutes nos finances. Ai-je haussé les épaules? Alors, papa,
Pourquoi conduis-tu une Mustang personnalisée que mon mari dit coûter au moins 50 000 $ quand maman ne peut même pas se payer une voiture? A-t-elle demandé. Peut-être que mon crédit est meilleur. Ai-je dit, de toute façon, je vais rester ici et jouer sur mon iPad pendant qu'elle dort quelques heures. Je te donne une pause, ma chérie. J'espère qu'elle ne se réveillera pas. Si elle se réveille, je t'appellerai immédiatement. Qu'est-ce qu'elle a? Au fait, papa, maman a été diagnostiquée avec des symptômes de dépression sévère. Elle prend des médicaments pour ça. Pour une raison quelconque, elle a pris tous ses comprimés d'un coup. On a dû lui faire un lavage d'estomac. Elle ne mange pas comme elle devrait. Et elle boit trop d'alcool. Elle est épuisée et déshydratée. Et nous ne savons toujours pas si elle a pris tous les comprimés par accident ou si elle essayait quelque chose. A dit Samy. Donc, il y a de fortes chances qu'elle ne se réveille même pas. C'est ça, ai-je demandé en souriant. C'est ça, a dit Samy. Mais papa, si elle se réveille, sois gentil avec elle pour moi. D'accord, Samy, ai-je dit. Ma fille m'a embrassé sur la joue et a quitté la chambre. Je me suis assis sur la chaise à côté du lit et j'ai sorti mon iPad. J'ai commencé à ouvrir le livre que je lisais, mais j'ai vite perdu le fil. Mes pensées revenant à 2 ans plus tôt, quand tout cela a commencé. Nous faisons des choses étranges pour nos enfants. Quand Samy était petite, elle aimait faire des mélanges bizarres de bonbons. Je l'aime tellement que je mangeais tout ce qu'elle faisait et disais que c'était génial. Une fois, elle nous a invités à dîner. C'était agréable, mais Samantha ne savait toujours pas cuisiner. Le rôti était super sec. Darren n'arrêtait pas de remplir mon verre. Probablement parce qu'il savait que le rôti n'était pas bon. Heureusement, je ne bois pas beaucoup, sinon j'aurais été ivre. C'était agréable de passer du temps en famille. J'ai traîné avec le fils de Samantha, John, nommé d'après moi. Il était adorable et ne pouvait rien faire de mal à mes yeux. Le moment fort a été quand Sam et Darren nous ont annoncé qu'elle était à nouveau enceinte. Darren, qu'est-ce que tu fais à ma fille? Ai-je plaisanté. Nous avons discuté des sujets habituels quand nos enfants attendent un bébé. Nous aimons tous le nom Elisabeth si c'est une fille. D'après la mère de Darren, j'ai suggéré Pierre pour un garçon. D'après le père de Darren, ce qu'il a aimé, puis les choses ont pris une tournure. Tu as déjà un petit-fils nommé d'après toi? A dit Erika. Laisse quelqu'un d'autre choisir cette fois. Qu'as-tu en tête? Ai-je taquiné? Laisse-moi deviner. Erika pour une fille. Eric pour un garçon. Eh bien, en fait, je pensais à Randall. A-t-elle dit? On pourrait l'appeler Randy. Randall James Dillon sonne bien. L'ambiance a soudainement changé. Samantha m'a regardé. Je ne suis pas sûr. A-t-elle dit? Je préfère la suggestion de papa. Pas toi? Darren. Darren ne m'avait pas encore regardé. Il souriait encore. Pensant à son père heureux d'avoir un petit-fils nommé d'après lui, il a juste hoché la tête. Erika a tendu la main vers la mienne, mais je me suis retiré brusquement. Samantha n'avait pas remarqué ma réaction. Qu'en penses-tu? Papa, a-t-elle demandé. D'un ton froid, j'ai répondu. Je pense que le nommer ainsi serait une aussi grosse erreur que celle que ta mère vient de faire. As-tu déjà vu une de ces scènes dans les films ou à la télévision où tout le monde s'amuse à une fête? Il y a des gens qui dansent, de la musique qui joue, les gens mangent, boivent et rien partout. Puis quelqu'un fait quelque chose de vraiment stupide et tout s'arrête. Chaque tête se tourne vers eux. Habituellement, la musique s'arrête et on entend un son comme une aiguille qui gratte sur un vieux disque en même temps. Eh bien, c'était ce genre de moment. Pendant ce qui semblait 1 heure, mais qui n'était probablement que quelques secondes, personne n'a rien dit. Puis Darren a brisé le silence de manière diplomatique. Il a regardé sa montre et a dit « Waouh, je dois vraiment aller me coucher. J'ai une réunion tôt demain. Merci pour une soirée géniale. Darren. » Ai-je dit « Je t'aime, Samy. » Puis je me suis levé et me suis dirigé vers la porte. Alors que j'ouvrais la porte, Samantha m'a appelé. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» a-t-elle demandé. « Tu ne forgeais rien. » Eh bien, viens ici et fais-moi un câlin. Samy. Ai-je dit « Je dois sortir d'ici. Je ne peux même pas respirer. » Je parlais de maman. A-t-elle ricané? Je pensais que tu ne buvais pas. Darren. Qu'est-ce que tu as mis dans le verre de mon père toute la soirée? C'est du Pepsi, ma chérie. Ai-je dit, bien que là, je pourrais utiliser un peu d'alcool. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? John. A demandé Erika en s'approchant de moi.
Elle a de nouveau tendu la main vers moi, et cette fois, je me suis éloigné d'elle si évidemment que tout le monde l'a vu. On va parler de ça quand on rentrera à la maison. Chérie, a-t-elle dit? On ne fait rien. Ai-je rétorqué? Je retourne chez moi. Je n'ai aucune idée de ce que tu fais ou où tu vas. Mais ce n'est pas avec moi. Attends, attends une minute. Papa, a dit Samantha, tu es en colère contre maman parce qu'elle n'a pas aimé le nom que tu as proposé. Les yeux d'Erika se sont écarquillés alors parce qu'elle a soudain compris que je savais. Non, ma chérie, ai-je dit, je ne suis ni en colère ni fâché. J'ai enfin repris mes esprits. Il y a des moments où les gens qui vous aiment font des choses pour vous blesser et vous laisser passer. Il y a des moments où vous souffrez en silence, parce que vous pensez que si vous passez ce petit obstacle, vous pourrez continuer et les choses seront meilleures à la fin. Mais ensuite, quelque chose se passe qui vous fait comprendre que vous avez souffert et fait des concessions pour rien. Parfois, certaines choses ne peuvent pas être laissées de côté. Tout le monde dans la pièce me regardait, sauf Erika. Elle savait déjà de quoi je parlais. « Papa, tu ne fais aucun sens, » a dit Samantha. « Sami, ta mère veut que tu nommes mon petit-fils d'après l'homme dont elle est amoureuse depuis environ 15 ans, le mec avec qui elle a eu une liaison. Elle a découvert il y a quelques jours qu'il est récemment mort. Elle essaie de faire vivre sa mémoire dans mon petit-fils. » Samantha et Darren ont regardé Erika, qui était tombée au sol, pleurant silencieusement. « Je suis tellement désolé. John, a-t-elle dit, c'est fini. Ça fait plus de 5 ans que c'est fini. J'essaie d'être la meilleure épouse possible pour toi. Pourquoi ça s'est terminé? Erika, ai-je demandé, parce que je me sentais tellement coupable. A-t-elle dit, je savais que ce que je faisais était mal. Alors j'y ai mis fin. Ne pouvons-nous pas en parler? En premier lieu, ce n'était pas une liaison. On ne se voyait qu'une fois par an, et on n'a pas toujours eu de relations sexuelles. Et après mon retour, toi et moi avions toujours les meilleures relations sexuelles que nous ayons jamais eues. Ça fait longtemps que c'est fini. Je t'aime. John, nous devions en parler. Tu ne comprends pas ça. Ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air. C'est pire que tu ne le penses. Erika, ai-je rétorqué, peut-être qu'après le divorce, tu diras la vérité à quelqu'un. Mais j'en ai marre de tes mensonges. Qu'est-ce que tu veux dire? A-t-elle dit, je l'ai admis, Erika, si ça ne tenait qu'à ton menteur, tu le verrais encore. Ai-je dit, je t'ai dit que j'y ai mis fin. A-t-elle rétorqué, et tu mens encore. Ai-je dit, c'est moi qui y ai mis fin. Tu quoi? A-t-elle demandé. Je suis allé à Boston et je l'ai rencontré il y a 5 ans. Ai-je dit, je l'ai tabassé à mort. Il était à l'hôpital avant que ta misérable sorcière infidèle ne descende de l'avion. J'ai pris son téléphone et j'ai récupéré tous tes textos. Je les utiliserai probablement comme preuve. Je lui ai aussi dit qui j'étais, et je lui ai fait savoir que la prochaine fois qu'il s'approcherait de toi serait son dernier jour sur la planète. Je lui ai dit que je ferais aussi savoir à sa femme ce qu'il y avait entre vous deux. Je lui ai dit que s'il essayait de te contacter pour quelque raison que ce soit, même une simple amitié, je reviendrai. Donc, tu n'as rien terminé. Erika, c'est moi qui l'ai fait. John, je suis désolé. A-t-elle dit, j'ai eu tort. J'étais confuse. C'était une erreur. Je suis désolé aussi. Erika, ai-je dit, j'ai eu tort aussi. J'étais confuse aussi. J'ai fait une erreur aussi. J'avais tort d'essayer de sauver ce mariage foutu. Je l'ai fait pour Sami. Cependant, je ne voulais pas qu'elle ait à gérer notre séparation avant qu'elle ne soit indépendante. J'étais confuse aussi. Tu vois, je pensais que peut-être, avec le temps, puisque je t'aimais tellement, nous pourrions surmonter ça. J'ai fait une erreur. Au lieu de mettre fin à cette mascarade à ce moment-là, j'ai vraiment essayé de faire fonctionner les choses. Mais au moins, tu avais raison, chérie. Tu as mis fin à quelque chose. Dès la première seconde où tu as prononcé son nom ce soir, tu as mis fin à notre mariage. Je suis sorti de la maison. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti. J'ai passé beaucoup de temps cette nuit-là à conduire. Le rugissement du moteur de ma Mustang et l'excitation de filer à toute vitesse dans l'obscurité de la nuit éclairée par la lune ont atténué une partie de ma douleur. J'ai éteint mon téléphone pour ne pas être dérangé. Je n'étais pas aussi bouleversé qu'il y semblait. Je savais ce qu'elle avait fait depuis plus de 5 ans. Et pendant tout ce temps, je me préparais au divorce de plus d'une manière. Erika était probablement plus choquée par ce soir que moi. D'abord, parce qu'elle n'avait aucune idée que je savais pour sa liaison. Et deuxièmement, parce qu'elle n'a vraiment découvert ce soir-là pourquoi cela s'était terminé.
Elle était partie à Boston pour une conférence, la même qu'elle fréquentait chaque année. Elle avait réservé une chambre dans l'hôtel où elle séjournait toujours. La conférence était un séminaire d'une journée qu'elle me présentait toujours comme durant 2 jours. Après la fin de la conférence, elle dînait avec Randall. Il restait là, au restaurant, à parler jusqu'à la fermeture. Elle m'avait même mentionné quelquefois. Puis, quand le restaurant fermait, ils échangeaient un baiser très agréable, et elle retournait dans sa chambre. Randall allait au parking pour prendre sa voiture et rentrer chez lui. Quand Randy est arrivé à sa voiture, j'étais assis sur le capot. « Hé, c'est ma voiture », a-t-il dit. « Je suis désolé. » Ai-je dit, « C'est mal de toucher aux choses qui ne nous appartiennent pas, n'est-ce pas, Randy ?» « Je suis totalement d'accord, » a-t-il dit. « Ne parlons pas de pneus, Randy. Parlons de Marie, ta femme, qui, en ce moment, t'attend chez toi, rue Sycamore. Il est probablement trop tard pour que j'aille lui parler maintenant. Je devrais attendre demain pour lui rendre visite. Je vais appeler la police, a dit Randy. J'ai sorti mon téléphone et j'ai essayé de le lui tendre. Randy, tu peux appeler la police quand tu veux. Ce sera ma parole contre la tienne. Et de toute façon, tu perdras, parce que d'une manière ou d'une autre, le fait que tu passes du temps avec ma femme, Erika, pendant que ta propre femme fidèle t'attend à la maison, sera révélé. Le visage de Randy est devenu pâle. Je ne suis pas du genre à partager. Randy, ai-je dit, je pense que tu fais erreur, a-t-il dit. Je connais Erika, mais nous n'avons passé aucun temps ensemble. Il m'a regardé et a vu à quel point mon visage était sérieux. D'accord. Nous avons dîné ensemble ce soir. Certaines des choses apprises à la conférence étaient intéressantes. Et nous voulions tous les deux quelqu'un avec qui en parler. Mais c'est tout. Rien ne s'est passé. Nous avons juste perdu la notion du temps. Ouf, ai-je dit, tu m'as fait peur. Il m'a souri, comme s'il était content que nous ayons clarifié les choses. Je l'ai frappé au visage aussi fort que possible. Il est tombé comme une quille. Puis il s'est relevé et a commencé à courir. J'ai lancé son enjoliveur et l'ai touché aux jambes. Il a trébuché dessus et est tombé lourdement à nouveau. Je me suis jeté sur lui et j'ai commencé à le frapper sans pitié. Quand j'ai fini, son visage était en bouillie. Tu m'as vraiment fait peur, Randy. Ai-je dit, pendant un moment, j'ai vraiment pensé que je n'allais pas pouvoir te tabasser. Je sais que tout ce que vous avez fait ce soir, c'est dîner. J'étais là, et l'année dernière ou celle d'avant, depuis combien de temps ça dure? Peut-être 15 ou 20 ans, a-t-il bafouillé à travers ses lèvres éclatées. C'est fini. Randy. Ai-je dit, il a hoché la tête rapidement. Si tu prononces son nom une seule fois, je mettrai fin à ton mariage et à ta vie. Sommes-nous clairs? Il a hoché la tête à nouveau. Ne lui rends pas visite. Ai-je dit, ne lui écris pas. Ne l'appelle même pas. Il n'y aura plus d'avertissement. J'ai compris, a-t-il dit. Randy. La prochaine fois qu'on parlera, ça ne sera pas aussi agréable. Ai-je dit, apparemment, ça a fonctionné. Quand je suis rentré à la maison, Erika était comme d'habitude après la conférence. Elle a essayé de me tuer avec des ébats amoureux, mais je n'y ai pas répondu. Habituellement, après son retour de la conférence, nous partions en vacances quelque part ensemble. Cette année-là, j'ai prétendu être trop occupé pour m'échapper. Aussi fort que j'ai essayé de laisser tout cela derrière moi, je n'y arrivais pas. Une grande partie de mon cerveau était en mode Judas Priest. Bon, la plupart d'entre vous ne savent pas de quoi je parle. Il y a un groupe de heavy metal appelé Judas Priest. Leur meilleur album, sans doute, était celui intitulé Screaming for Freedom. Et c'est ainsi que je me sentais. J'essayais de me calmer, mais je n'y arrivais pas. Je voulais du sang. Je voulais que quelqu'un paye pour ma douleur. Si la misère aime la compagnie, je voulais que quelqu'un soit misérable avec moi. Et j'ai choisi Randy. Grâce à des relations professionnelles, j'ai fait virer Randy. Je ne suis pas allé jusqu'à lui faire savoir que c'était de moi qu'il avait fait. C'était suffisant que je le sache. Je me sentais bien à ce sujet. Je n'avais aucun regret à ce sujet. Ça me donnait la même chaleur que j'avais autrefois quand je faisais quelque chose de gentil pour Erika. De faire quelque chose de mal à Randy. J'ai passé les 5 dernières années de ma vie à ruiner la sienne. En même temps, j'étais sûr que le divorce entre Erika et moi était inévitable. Pourquoi ne l'ai-je pas confronté et demandé le divorce? Parce que, malgré ce qu'elle avait fait, je l'aimais encore, au fond de mon cœur. Je voulais vraiment la croire et lui donner une autre chance. Mais ma tête, comme dans mon travail, me disait de me préparer à tout
J'ai dit à Erika que nous étions sous un gel des augmentations au travail, alors que j'avais en fait obtenu une augmentation, quelques mois plus tard. La promotion pour laquelle je travaillais depuis 10 ans était enfin à moi. Je ne l'ai pas dit à Erika. Mon salaire a presque doublé. J'ai détourné la majeure partie de ce nouvel argent dans des comptes dont elle ne savait rien. 2 ans plus tard, j'ai obtenu une autre promotion et une autre augmentation. Encore une fois, je n'ai rien dit à Erika de ce qui se passait. La raison de toute cette tromperie était que, en cas de divorce, elle n'aurait aucune idée de mes revenus réels. Elle croirait vraiment que je gagnais encore 40 000 $ par an. C'est donc sur cette base que notre divorce serait calculé. Mon patron avait été absolument ruiné dans son divorce. Alors il n'a vu aucun problème à m'aider. Officiellement, dans les livres, j'étais répertorié comme un manager de niveau intermédiaire. Personne en dehors de l'entreprise n'a jamais demandé pourquoi tous les autres managers me déféraient et me rapportaient. Cela semblait simplement être la manière dont notre entreprise fonctionnait. Les 3/4 de mon salaire réel étaient régulièrement payés à une autre entreprise qui, en surface, ressemblait à l'un de nos fournisseurs. Je n'étais pas l'un des dirigeants de cette entreprise, et je ne la possédais pas. Tous les dirigeants de cette entreprise étaient des amis de pêche. En échange de l'utilisation de leur nom, je les emmenais pêcher 1 ou 2 fois par an. Ils étaient tous répertoriés comme bénévoles, donc il n'y avait pas d'implication salariale ou fiscale pour eux. L'argent de cette entreprise allait directement sur mon compte offshore, donc il n'y avait aucun moyen de le retracer après cela. Il y a eu quelques fois où j'ai retiré une partie de l'argent. Une fois, c'était après le mariage de Samantha et Darren. J'ai fait un gros acompte sur leur maison pour les aider à démarrer leur mariage sans trop de stress financier. Je n'ai pas acheté la maison directement pour eux, mais j'ai mis assez pour que leur paiement hypothécaire mensuel soit inférieur à 100 $ par mois. L'autre fois, c'était pour acheter à Sam et Darren une 2e voiture, car ils travaillaient tous les deux, et leurs emplois n'étaient pas dans la même partie de la ville. Cela rendait simplement les choses plus faciles pour eux. Encore une fois, même en offrant ces cadeaux aux enfants, je devais être prudent. La manière dont j'ai réussi à leur donner leur maison et la 2e voiture a en fait joué en ma faveur et m'a permis de donner encore moins d'argent à Erika. L'argent pour leur maison venait soi-disant de mon fonds de retraite. Cela signifiait qu'en cas de divorce, je n'aurais presque rien dans mon compte de retraite pour qu'Erika puisse mettre la main dessus. Pour obtenir l'argent pour la voiture, j'ai ostensiblement contracté un prêt, ce qui a encore réduit mon revenu disponible, de sorte que je pourrais donner encore moins à Erika. Une des grandes choses à propos de ma situation était que Randall travaillait dans la fabrication. Il se spécialisait dans l'inspection des pièces moulées. Mon entreprise était également basée sur la fabrication. Nous possédions beaucoup d'entreprises de fabrication directe à l'usine à travers le pays. J'avais un ami détective privé qui vivait à Boston. Je lui faisais régulièrement vérifier Rand chaque fois qu'il obtenait un emploi. Je parlais à l'un de nos responsables de compte. Si nous avions un compte avec l'entreprise où Randy travaillait, l'un de mes amis déjeunait avec quelqu'un qui y travaillait, et Randy était viré. Si nous n'avions pas de compte avec la nouvelle entreprise de Randy, nous en obtenions un, puis Randy était viré. Je tenais une feuille de calcul sur mon ordinateur dédiée à suivre Randy et toutes ses mésaventures. Certaines, je ne les ai même pas causées. Après un certain temps, la réputation de Randy dans la communauté manufacturière était si mauvaise qu'il ne pouvait même pas passer d'entretien pour un emploi. Juste avant que Randy ne décède, ses derniers emplois étaient dans l'aménagement paysager ou le travail journalier. Ces malheurs avaient également pris un lourd tribut sur le mariage de Randy. Sa femme était retournée travailler pour aider à subvenir aux besoins de la famille. Je ne l'ai jamais touchée, elle ou sa carrière, parce que je n'avais rien contre elle. J'ai aussi fait de mon mieux pour m'assurer que les enfants de Randy obtiennent tout ce qu'ils méritaient. J'ai personnellement fait entrer sa fille à l'école de droit. J'ai inventé une bourse rien que pour elle, et la lui ai donnée. Bien sûr, la bourse s'est terminée l'année où elle a obtenu son diplôme. La bourse a également déposé le montant total sur un compte. Elle n'a jamais pu découvrir d'où venait l'argent. Ses notes étaient excellentes, et elle a reçu quelques bonus pendant ses études de la part de ses bienfaiteurs mystérieux. Le fait qu'il ne pouvait pas subvenir aux besoins de sa famille et contribuer à peine à leur entretien était dur pour Randy. C'était un homme fier et voulait être à la fois autonome et pourvoyeur. Découvrir qu'il n'était ni l'un ni l'autre a blessé son orgueil. Il a commencé à boire et, avec le temps,
est devenu obsessionnel à ce sujet. À son crédit, il n'est jamais devenu violent ou abusif envers sa femme ou sa fille. Mais vers la fin, il n'était plus que l'ombre de l'homme qu'il avait été. J'ai aussi regardé les changements que mes actions ont provoqués en moi. Moi aussi. Je n'étais plus l'homme que j'étais quand j'ai découvert l'infidélité de ma femme. J'avais toujours été un homme doux, facile à vivre. J'avais été ouvert et honnête pendant la majeure partie de ma vie. Mais le traumatisme de découvrir que la femme que j'aimais m'avait trahi de manière régulière et continue m'avait déstabilisé. Quand je me regardais dans le miroir, je ne voyais pas un psychopathe qui pouvait calmement et avec plaisir planifier et superviser la destruction systématique d'un homme, dont la seule erreur avait été d'avoir des relations avec la mauvaise femme. Je voyais toujours John Forrest, un mec sympa et père de famille. Un méchant ne devrait-il pas avoir des traits reconnaissables? Autrefois, tous les méchants portaient des chapeaux noirs. Peut-être devrais-je échanger ma Mustang contre une noire. Mais même en me posant ces questions, je continuais. Je ne pouvais pas m'arrêter. Mon cœur brisé avait plus besoin de vengeance que de guérison. Mon âme criait pour la vengeance bien plus que pour le pardon. Même en regardant la vie de Randy s'effondrer, je regardais Erika. J'ai découvert que je ne lui faisais tout simplement plus confiance. C'est une chose terrible de ne plus avoir foi en la femme à qui vous avez juré d'aimer et de chérir pour toujours. Mais c'était une des choses que sa liaison avec Randy m'avait faite. Cela a détruit non seulement notre mariage, mais ma capacité à faire totalement confiance à quelqu'un. Donc, pendant 5 ans, pendant que j'écrasais Randy sous mon talon, je surveillais aussi Erika et me préparais à mon divorce. Contrairement à la plupart des hommes qui ont quelques jours ou peut-être quelques semaines pour protéger leurs actifs, j'ai eu 5 ans pour me préparer. J'avais initialement prévu plus que cela. Erika était, bien que déclinante, encore relativement séduisante quand nous avons divorcé. J'avais prévu d'attendre qu'elle soit en pleine descente, mais Randy n'a pas pu tenir aussi longtemps que je le pensais. Pendant 5 ans, j'ai caché et mis de côté autant d'argent que possible. Je n'avais pas à m'inquiéter de la maison où nous vivions, car elle ne nous appartenait pas. La maison était dans ma famille depuis des générations. Nous y vivions parce que mes parents, toujours en vie, n'avaient pas besoin d'un endroit aussi grand. Quand j'ai traversé le divorce, je me suis assuré que les avocats sachent que mes parents possédaient la maison et me permettaient simplement d'y vivre sans loyer. Quand Erika est revenue de la conférence, elle avait envoyé un texto à Randy sur combien elle avait apprécié leur dîner ensemble et à quel point le baiser avait été merveilleux. Elle lui avait aussi dit qu'elle regrettait les moments où ils avaient fait l'amour, mais qu'elle était contente que cela ne soit pas arrivé cette année. Elle s'était toujours sentie coupable d'être infidèle envers moi, tout comme elle était sûre que Randy ressentait la même chose envers sa femme. Elle lui a dit que ce qu'ils avaient maintenant, leur romance sans sexe, était en fait mieux car ils pouvaient profiter de leur relation ainsi jusqu'à leur mort, sans culpabilité de part et d'autre. Peut-être vieillissaient-ils, et leur amour n'avait pas besoin de s'exprimer physiquement. Être ensemble était suffisant. De cette manière, ils seraient ensemble pour toujours. Et elle a terminé le texto par « À l'année prochaine. Mon amour ». J'ai lu ce texto en attendant mes bagages à l'aéroport. J'avais envie d'étrangler Erika, et bien que je l'aimais encore d'une certaine manière, mes sentiments pour elle ont radicalement changé. Parfois, il était difficile de tout garder ensemble. Quand Erika est rentrée à la maison, j'étais assis dans le salon en train de regarder un match de football. Elle est venue et a enroulé ses bras autour de moi et a essayé de m'embrasser. Je me suis éloigné d'elle et lui ai dit que j'avais un rhume et que je ne voulais pas la rendre malade. « Assure-toi juste qu'on soit mieux ce week-end », a-t-elle dit en souriant. « Pourquoi? Que se passe-t-il ce week-end » ai-je demandé. « Toi et moi partons en vacances ensemble. Souviens-toi » a-t-elle dit. « On y va toujours après ma conférence ennuyeuse. » Eh bien, peut-être que tu pourrais faire des vacances mère-fille et emmener Sam cette année. Ai-je dit. Je ne peux vraiment pas m'éloigner du travail ce week-end. Mais chérie, c'est le week-end. A-t-elle geint. Tu ne manquerais vraiment que 2 jours de travail. Pense à ça. 4 nuits et 3 jours à Hawaï. Ce serait juste nous deux. Y pensèrent me rendre chaude. Nous pourrions ne jamais quitter la chambre d'hôtel. J'ai acheté toutes sortes de nouvelles choses coquines à porter pour toi. Je me demandais combien de ces choses Randy aurait vu s'il s'était retrouvé plus tôt. Erika, nous sommes sous un gel des salaires. Et l'entreprise essaie de réduire les coûts de toutes les manières possibles. Je dois m'assurer qu'il n'ait jamais eu pub.
qu'il n'ait jamais l'idée que je suis l'un des coups qu'il pourrait couper. Ai-je dit « Je comprends, chérie ». A-t-elle dit « Je vais appeler Sam. Je veux que tu sois dans la chambre 10 minutes après que je sois monté ». Cependant, elle est montée à l'étage et je l'ai entendue parler à ma fille, Samantha, au téléphone. En même temps, elle a de nouveau envoyé un texto à Randy, se demandant s'il avait reçu son texto précédent. Cela me dégoûtait. Quand je ne suis pas venu au lit, elle est venue me chercher. J'ai plongé sur le canapé et fait semblant de dormir. Au cours des semaines suivantes, je me suis fait à la situation. C'était un gros ajustement. Je suis devenu un bien meilleur acteur que je ne l'aurais jamais cru possible. Nous avions encore des relations sexuelles plus ou moins régulièrement comme avant. Je ne sais pas si Erika y prenait autant de plaisir. Mais moi, certainement, je n'avais plus à me concentrer sur son plaisir. Parce que je m'en fichais complètement si elle jouissait ou non. Je devais regarder les choses d'un point de vue totalement différent. Au lieu de penser à Erika comme ma femme que j'aimais, je la regardais juste comme une femme avec qui je couchais. Nos relations étaient plus rares et moins amoureuses. Mais en même temps, elles étaient plus aventureuses. Erika avait toujours été plutôt classique en matière de sexe. Pendant la période de culpabilité, juste après la conférence, quand elle avait besoin de m'assurer qu'elle était à moi, elle me refusait rarement quoi que ce soit. J'ai commencé à coucher avec elle comme ça. C'était une première pour nous, même après toutes ces années de mariage, avant qu'Erika ne puisse protester et me dire qu'elle n'était pas ce genre de femme. Elle l'était, l'année suivante, quand le moment de la conférence est arrivé. Je l'ai observée attentivement, cherchant un signe qu'elle était en contact avec Randy. J'ai vérifié son compte téléphonique en ligne pour m'assurer qu'elle n'avait reçu aucun appel de la région de Boston. Elle n'en avait pas reçu, mais elle avait envoyé plusieurs textos au téléphone de Randy. Elle devenait de plus en plus frustrée que Randy ne réponde jamais. Elle a essayé d'appeler quelques amis qui connaissaient aussi Randy et a découvert qu'il avait eu une série de malchances. Elle a appris pour la première fois qu'il avait été brutalement battu et volé après la conférence de l'année précédente. Il avait aussi été licencié et personne ne savait exactement où il travaillait. Elle lui avait envoyé plusieurs textos lui demandant de simplement la rejoindre pour dîner à son hôtel. Aucun n'a reçu de réponse. Sa dernière tentative a été lorsqu'elle a demandé à l'un de ses amis qui connaissait Randy d'aller chez lui et de lui dire qu'elle voulait avoir de ses nouvelles. Randy avait dit à l'ami qu'il ne se souvenait pas d'elle, et comme il ne travaillait plus dans l'industrie, ne voyait aucune raison de la contacter, surtout qu'il ne participait pas à la conférence. Erika était dévastée. Elle m'a dit qu'elle ne se sentait pas à la hauteur pour assister à la conférence, cette année après cela. Je lui ai dit qu'elle devait y aller. Elle y allait chaque année et en souffrait. Cette année ne devrait pas être différente de l'année dernière. Qu'est-ce qui est différent? Lui ai-je demandé directement, même si je savais déjà. Mon vol a atterri 2 heures après le sien. Je l'ai surveillé toute la journée et j'ai failli tout gâcher. Erika n'est même pas restée la nuit. Elle est rentrée chez elle à la fin de la journée, pendant qu'elle se dirigeait vers l'aéroport. Je l'ai appelée et lui ai dit combien elle me manquait. Je lui ai dit que je devais partir en voyage pour la soirée, mais que ça n'avait pas d'importance, puisqu'elle serait à sa conférence. Elle m'a dit qu'elle ne supportait pas qu'on soit séparés et qu'elle rentrait tôt. Je suppose que je m'attendais à ce qu'elle essaie de se connecter avec un autre mec, mais elle ne l'a pas fait. Elle est juste allée aux conférences et à l'exposition. Et dès que c'était fini, elle est rentrée l'année suivante. Elle a essayé de me faire aller à la conférence avec elle pour me montrer à quel point c'était ennuyeux. Après cela, elle a simplement arrêté d'y aller. Ces 2 dernières années, Erika m'a été totalement fidèle. De temps en temps, je l'ai surveillée moi-même ou même engagé un détective privé pendant quelques jours. Elle n'a rien fait pour éveiller le moindre soupçon. Si je ne savais pas mieux, j'aurais pensé qu'elle était la femme parfaite. Du moins, elle essayait de l'être. Le problème, c'est qu'une fois la confiance partie, les choses ne seront plus jamais comme avant. Alors, quand nous nous asseyions sur notre terrasse et nous détendions dans notre grande balançoire ensemble, je me demandais toujours si elle pensait à Randy et à la manière dont leur amour durerait jusqu'à ce que l'un d'eux meure. Quand elle me réveillait un dimanche matin paresseux en s'occupant de moi, je me demandais toujours si elle imaginait le faire à Randy. En conséquence, je n'ai jamais pu redonner totalement mon cœur à Erika. Peu importe à quel point elle essayait de rendre les choses romantiques, je cherchais toujours un motif caché. Ces 5 dernières années,
Erika n'a été qu'une femme de ménage avec des avantages, et une très coûteuse. Les 2 années avant le divorce. Je regardais souvent son corps. Parfois, je me sentais comme un fermier inspectant ses récoltes. Ouais, ses seins commencent à s'affaisser, remarquai-je. Ça ne sera pas long maintenant. Où je voyais quelques rides de plus sur son visage. On y arrive. Pensais-je? Erika, chérie, disais-je. Prends un autre morceau de gâteau. Merde. Prends-en un gros. Je ne veux pas grossir encore plus, disait-elle. J'aime ton cul, lui disais-je. Donc ça n'a pas d'importance. Elle souriait et me faisait un câlin ou un bisou sur la joue, ce qui était tout ce que je permettais. Elle était sûre que je voulais dire que peu importe à quel point elle grossissait. Je l'aimerais toujours, mais je voulais dire que ça n'avait pas d'importance parce que j'étais sûr que notre mariage serait bientôt fini. Donc elle pouvait manger une vache ou ressembler à une... Ça m'était égal. Notre vie était belle en surface. Nous avions des amis avec qui nous faisions des choses. Et nous passions beaucoup de temps avec notre fille et son mari. Les choses allaient bien pendant des années. Je crois vraiment qu'Erika avait presque oublié son aventure, ou qu'elle pensait qu'elle s'en était tirée. Après tout, 5 ans. C'est long. Si rien n'avait été découvert après tout ce temps, est-ce que ça comptait encore? Quelques jours avant le dîner fatidique, l'un de mes amis détectives à Boston m'avait donné la nouvelle. Randy avait été licencié de son dernier emploi. Il travaillait dans l'industrie de la restauration rapide, à cause de son alcoolisme. Le manager ne laissait pas Randy travailler à l'intérieur du restaurant. Il s'occupait de l'aménagement paysager autour du restaurant pour le salaire minimum. Il déblayait la neige et tondait l'herbe, les autres jours. Il devait porter un costume qui le faisait ressembler à la mascotte clown du restaurant et faire tourner une pancarte invitant les conducteurs à manger au restaurant. Randy était tombé bien bas en 5 ans. Il était maintenant dans la fin de la quarantaine, diplômé d'université, travaillant pour le salaire minimum, habillé comme un clown, vendant des burgers. Tous ses collègues, sauf le manager du magasin, avaient 18 ans ou moins. Ils utilisaient Randy comme exemple de pourquoi aller à l'université était une perte de temps. Un gamin l'a dit à sa mère devant Randy. Elle était venue pour faire quitter le restaurant au gamin parce que ses notes au lycée avaient été baissées. À quoi bon? Maman, lui a-t-il demandé, même si je finis, et que toi et papa, dépenser des centaines de milliers de dollars pour que j'aille à l'université comme les parents de Randy l'ont probablement fait au siècle dernier. Comment savons-nous que je ne finirai pas ici dans ce costume de clown? Merde. Maman, je suis mieux loti que lui en ce moment. Et je ne suis même pas allé à l'université. Au moins, je travaille à l'intérieur du restaurant et je gagne plus que le salaire minimum. Si je vais à l'université, je pourrais gagner encore moins. Comme je l'ai dit, Randy avait autrefois été un homme. Fier. Entendre le sermon du gamin sur l'état de sa vie a poussé Randy plus loin dans la dépression. Randy était si bouleversé qu'il ne faisait pas attention à où il lançait sa pancarte. Certains observateurs ont dit que c'était exprès. D'autres jurent que c'était un accident bizarre. Randy a jeté la pancarte en l'air. Et elle est ronquée. Elle est retombée sur une cliente, la choquante et faisant tomber son sac de nourriture de ses mains. Elle a commencé à crier sur Randy, et il est devenu fou. Quand la police est arrivée, il était encore en train de frapper un de ses hamburgers dans la rue, comme s'il s'agissait d'une rondelle de hockey sur rue, et l'insulter. Randy a été licencié sur le champ. Il a reçu son dernier chèque et l'a utilisé pour acheter une bouteille et une corde. Il est rentré chez lui et, avant de commencer à boire, il a utilisé son diplôme universitaire une dernière fois. Son diplôme était en technologie de fabrication. Il a fabriqué le meilleur nœud coulant qu'il pouvait et est monté sur le bord d'une chaise et a commencé à boire avec le nœud autour du cou, en buvant. Il pensait à toutes les joies et erreurs de sa vie. Il pensait à sa carrière et à sa spirale descendante. Il pensait à sa fille et à comment elle ne le respectait plus. Il pensait à sa femme et à comment ils avaient autrefois été un couple que tous leurs amis enviaient. Maintenant, elle le tolérait à peine, et ils dormaient dans des chambres séparées. Ce n'étaient pas les changements dans la carrière de Randy qui avaient condamné son mariage. C'était la manière dont il avait géré chaque échec successif. Il s'éloignait de plus en plus au fil des ans. Une partie de cela était que Randy attendait toujours que l'autre chaussure tombe. Randy est mort sans jamais savoir que c'était moi qui l'avais ruiné tout ce temps. Il pensait que c'était juste de la malchance. J'avais toujours eu l'intention de le lui dire un jour.
Cela aurait été mon dernier coup de vengeance. Mais je n'en ai jamais eu l'occasion. La dernière chose à laquelle Randy a pensé avant de boire jusqu'à l'inconscience, de perdre l'équilibre et de mourir, était Erika. Il a retracé le début de sa malchance à son amitié avec elle. Il n'a jamais été assez honnête pour admettre qu'il avait eu une liaison et couché avec une femme mariée. Il a blâmé toute sa malchance sur Erika. Après tout, le début de sa malchance avait été quand le mari d'Erika les avait découverts et avait battu Randy si fort qu'il avait été hospitalisé. Tout était allé de mal en pis depuis et n'avait jamais cessé de décliner. Ses dernières pensées étaient un souhait de ne jamais l'avoir rencontrée. Ses derniers mots étaient à son sujet aussi. Sorcière maudite, a-t-il pensé, alors que l'alcool dans son système faisait s'éteindre sa conscience. Quand je me réveillerai, je trouverai un moyen de me venger d'elle. La femme de Randy est rentrée et a découvert le corps. C'était triste qu'elle ne puisse même pas rassembler assez d'émotions pour pleurer. D'une certaine manière, elle se sentait heureuse pour lui car son mari avait vraiment souffert ces dernières années. Et au moins de cette façon, il pouvait avancer. Il était au-delà de sa douleur et de ses souffrances. Une ancienne collègue d'Erika, qui la connaissait ainsi que Randy, lui avait envoyé un courriel et lui avait parlé de sa mort et de comment cela s'était produit. Elle l'avait appelé et avait obtenu tous les détails sur les dernières années de la vie de Randy. Erika était choquée. J'avais eu des nouvelles de mon détective avant qu'Erika ne soit informée. Donc je savais à quoi m'attendre. Elle était définitivement hors de son jeu. Je l'observais et ne pouvais pas dire si c'était parce qu'elle avait perdu quelqu'un qu'elle aimait, ou si elle réfléchissait simplement à la fugacité de la vie. Cette nuit-là, elle a essayé de coucher avec moi jusqu'à la mort. Elle s'accrochait à moi comme si elle avait peur de me perdre. Elle a même un peu pleuré. Quand je lui ai demandé pourquoi, je ne savais pas à quoi m'attendre. Je suppose que je m'attendais à ce qu'elle me dise qu'elle avait perdu un ami du passé, mais ce qu'elle m'a dit était tout sauf ça. « Je t'aime tellement », a-t-elle dit, « et je suis tellement heureuse de t'avoir. Je ne sais pas ce que je ferais si quelque chose devait t'enlever à moi. Ouais, je sais. Je suis un pigeon. Et la femme m'a eu une dernière fois. Cette nuit-là, la deuxième ronde était différente. Nous avons fait l'amour comme nous le faisions autrefois. Je lui ai fait des choses que je n'avais pas faites depuis des années. Au lieu de la pilonner comme un tambour et d'aller regarder les infos, j'ai passé beaucoup de temps à l'embrasser, à la tenir dans mes bras, et à lui faire savoir que je l'aimais aussi. Je croyais stupidement que je guérissais et que je pouvais lui faire confiance à nouveau. C'était comme si, au cours des 5 dernières années, une croûte s'était enfin formée sur mon cœur blessé. Le lendemain soir, alors que nous dînions avec Samy et Darren, je lui tenais la main pendant que nous mangions, et nous nous lancions des regards langoureux. Samantha nous avait même demandé pourquoi nous étions encore si amoureux après toutes ces années ensemble. Puis Erika a dû ouvrir sa grande bouche et tout gâcher en essayant de convaincre Samantha de nommer mon petit-fils d'après Randy. Les choses n'ont plus jamais été les mêmes. J'avais passé des années à me préparer pour le moment où tout cela arriverait. Et je savais alors pourquoi tout ce que j'avais fait à Randy n'avait jamais été suffisant. Ce n'était pas comme si je n'avais pas fait assez à Randy. Ce que j'avais fait à Randy au fil des années équivalait à vider un chargeur complet sur lui, puis à recharger et à vider un autre chargeur sur lui. Le problème était que Randy seul n'avait pas été responsable de ma douleur. En fait, il avait été le moindre des deux maux. Randy n'avait pas promis devant Dieu et tous nos amis de m'aimer, de m'honorer et de me chérir tous les jours de sa vie. C'était Erika. En fait, avant que je ne le confronte à Boston et que je le tabasse, je ne connaissais pas Randy du tout. Ce que j'avais fait ces 5 dernières années avait été mauvais. Cela avait été honteux, et plus que tout, cela avait été lâche. C'était comme si j'avais été un lycéen de taille normale, et qu'un des gros costauds de l'équipe de football m'avait poussé à terre. Alors, pour me venger, j'avais couru à travers le campus et tabassé un des nerds de l'équipe d'échecs. La plupart de ma vengeance avait été mal dirigée. Bien que Randy en méritait une partie, Erika en méritait plus. Dans les jours qui ont suivi le dîner, Erika a essayé de rentrer à la maison, seulement pour que je lui donne tous ses vêtements et objets personnels que j'avais emballés la première nuit. Elle m'a appelé et je ne lui ai pas parlé, sauf pour lui dire que je pensais que ce samedi serait un bon jour pour qu'elle vienne à la maison et prenne les meubles ou appareils qu'elle pensait mériter. Je lui ai suggéré d'amener notre fille et notre gendre. L'un d'eux pourrait m'appeler pour vérifier que les objets qu'elle prenait n'allaient pas à l'encontre de mes souhaits.
Je lui ai dit que j'avais prévu d'être absent toute la journée de samedi, et que je reviendrais samedi soir quand elle m'appellerait pour me dire qu'elle avait fini. Ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Quand je suis entré dans mon allée samedi soir et que je suis entré dans la maison, Erika était toujours là. Samantha était là aussi, et elle voulait qu'on s'assoie et qu'on parle. John, je t'aime, a-t-elle dit. Je t'aime de tout mon cœur. Je ne ferai jamais rien pour te blesser intentionnellement. Je suis désolé. Je suis tellement plus désolé que tu ne pourrais jamais le croire. Je crois que tu es assez désolé. Ai-je dit, tu es peut-être la plus piètre excuse de femme que j'ai jamais vue. Ne pouvons-nous pas en parler? A-t-elle demandé. Nous sommes ensemble depuis presque 30 ans. Nous ne pouvons pas jeter tout ça à cause de quelque chose qui s'est passé et s'est terminé il y a longtemps. John, pourquoi ne m'as-tu pas confronté à ce sujet quand tu l'as découvert? Je ne peux pas imaginer combien de douleurs tu as porté avec toi ces 5 dernières années. Je commence à comprendre beaucoup de choses maintenant. Je comprends pourquoi il y a eu un mur entre nous ces dernières années. C'est la raison, n'est-ce pas? J'ai soupiré et hoché la tête. Et cette dernière nuit était si merveilleuse. A-t-elle dit, c'était le meilleur sexe que nous ayons jamais eu. Tu dois avoir appris que Randy était mort. Et tu pensais que tout cela était derrière nous jusqu'à ce que j'ouvre la bouche. J'ai hoché la tête à nouveau. John, peux-tu me laisser parler? A-t-elle demandé. J'ai vraiment besoin de sortir ça de mon système. Je sais que ce que j'ai fait était mal, mais c'est fini depuis des années. Et oui, je sais que c'est toi qui y as mis fin. Et j'ai quelques questions auxquelles j'aimerais que tu répondes quand j'aurai fini. D'accord? Erika, je n'ai pas à écouter quoi que ce soit. Ai-je dit, je pourrais te jeter dehors maintenant. Je vais te laisser parler, mais pour une seule raison. Je veux que ce divorce soit terminé et bouclé le plus vite possible pour que je puisse avancer dans ma vie. Si je t'écoute maintenant, tu auras eu ton mot à dire. Donc, tu ne pourras pas aller au tribunal et leur dire que je ne t'ai jamais donné l'occasion de parler des choses. Alors, commence à parler. Mais d'abord, il y a quelque chose que j'aimerais que tu expliques pendant que tu parles. Quand cela a-t-il commencé avec Randy et pourquoi? D'accord. John, nous sommes en 2010. Nous nous sommes mariés en 1980. Donc je suppose que ça a commencé en 1982. A-t-elle dit? Donc, ça dure depuis 28 ans. Ai-je crié. Je n'avais aucune idée que ça durait depuis si longtemps. Je suppose que toi et Randy le voyaient différemment. Peut-être qu'il ne comptait que depuis que vous avez commencé à coucher ensemble. J'ai regardé Samantha, et elle a regardé sa mère. John, il n'y a aucune chance possible que Samantha soit l'enfant de quelqu'un d'autre que toi. A-t-elle dit? La conférence est en juillet. Samantha est née en janvier. Ce n'est tout simplement pas possible. Mais tu l'as un peu espéré, n'est-ce pas? Ai-je craché. Ne me dis pas que la possibilité ne t'a jamais traversé l'esprit. Samantha a regardé sa mère, et l'expression sur son visage n'était pas bonne. Sammy, mon ange, je t'aime plus que la vie elle-même. Ces 5 dernières années, tu as été la seule personne en qui je pouvais avoir totalement confiance. La plupart de mon cœur est à toi, bébé. Mais pourrions-nous faire un test ADN? Ça n'a plus d'importance maintenant. Je ne traiterai jamais toi ou mes petits-enfants différemment. J'ai juste besoin de vérifier ça. Ai-je dit? John, je t'ai déjà dit. A-t-elle commencé? Pourquoi devrais-je croire quoi que ce soit que tu aies jamais dit? Ai-je demandé calmement. Dès le début de notre mariage, tu m'as menti tout le temps. Puisque notre mariage est fini, ça veut dire que tu m'as menti pendant tout le mariage. Non, John, ce n'est pas comme ça. Je t'aime. A-t-elle dit, je t'ai toujours aimé. Tu ne comprends tout simplement pas. Eh bien, commence à parler. Lui ai-je dit, je te donne du temps pour me faire comprendre. Mais tu dois tout donner. C'est la dernière fois que nous parlerons sans passer par des avocats. John, tu n'es pas sérieux. A-t-elle dit, je ne t'ai trompé qu'une fois. Et c'était il y a des années. Ça ne vaut pas la peine de jeter 30 ans ensemble pour ça. Ces 5 dernières années, je n'ai ni vu ni entendu Randy. Tu me punis pour quelque chose qui s'est terminé il y a longtemps. Je pense que c'est injuste. Tu ne penses pas clairement. Je sais que tu ne l'as pas fait. Ai-je dit, tu sais que je n'ai pas fait quoi? A-t-elle demandé. Je sais que tu n'as ni vu ni entendu Randy depuis 5 ans. Tu as essayé de le contacter il y a 4 ans. Cependant, l'année après la dernière conférence que vous avez passée ensemble, tu as essayé de savoir quand il arriverait à la conférence pour votre rencontre annuelle, mais il n'a répondu à aucun de tes textos. Tu as essayé de le contacter à travers des amis. Les amis t'ont dit qu'ils ne se souvenaient pas de toi. Il s'en souvenait, mais il avait peur. Il savait que s'il te répondait, je le battrais à mort cette fois ou, pire, je dirais à sa femme
et ruinerait son mariage. Donc, tu sais que c'est fini, a-t-elle dit en souriant. Comment puis-je savoir ça? Ai-je demandé. La dernière chose que tu lui as envoyée il y a 5 ans était un texto où tu lui disais que votre amour durerait jusqu'à ce que l'un de vous meure. Ça fait à peine 5 ans. Mais attends, il est mort maintenant, n'est-ce pas? Mais encore une fois, peut-être que tu ne mentais pas après tout. Tu l'aimais assez pour essayer de convaincre Sam de nommer mon petit-fils d'après lui, même si ça t'a coûté notre mariage. Non, John, tu ne comprends pas, a-t-elle dit. Toi et moi n'étions mariés que depuis 2 ans quand je suis allé à cette première conférence. J'ai rencontré Randy là-bas, et c'était le mec le plus gentil. Tu me manquais beaucoup. C'était la première fois que j'étais loin de toi. Je quittais les conférences pour essayer de t'appeler. Mais tu travaillais. Randy et moi avons commencé à parler, et il me mettait simplement à l'aise. Il était tellement comme toi. L'année suivante, nous nous sommes revus, et nous sommes devenus encore plus proches. Nous avons même dîné ensemble. Nous parlions, et nous continuions à parler jusqu'à ce qu'il nous jette hors du restaurant. Je ne voulais jamais arrêter de lui parler. Mais tu dois comprendre que beaucoup de cela était parce qu'il était tellement comme toi. Nous n'étions pas ensemble depuis longtemps. Et parfois, j'avais besoin de discuter avec quelqu'un pour voir comment tu réagirais à certaines choses. Ce n'est qu'à la 4e année que nous avons couché ensemble. Et c'était un accident. Nous étions tous les deux vraiment ivres. Et nous nous sommes retrouvés au lit. Nous nous sommes réveillés le lendemain matin. Et nous étions tous les deux consumés par la culpabilité. Nous pouvions à peine nous regarder. Nous ne nous sommes même pas dit au revoir. L'année suivante était la 5e année. Nous nous évitions un peu. Mais en vérité, mon ami me manquait. J'étais, bien sûr, enceinte de Sam cette année-là. Donc à moins que Samantha n'ait pris plus d'1 an pour arriver à terme, il n'y a aucun moyen qu'il soit son père. Nous n'avons même pas dîné ou parlé cette année-là. L'année suivante, il est venu et m'a dit à quel point il était désolé pour tout ce qui s'était passé 2 ans auparavant. Il s'en voulait et m'a dit qu'il pensait que c'était stupide de s'éviter à cause d'une erreur. Alors, nous avons dîné, et à vrai dire, pendant plus de 2 ans. Je l'évitais et fantasmais sur ce que c'était de coucher avec lui. Nous avions tous les deux été ivres, et je voulais me souvenir de ce que c'était. Donc, à ce moment-là, ça faisait 6 ans, et nous n'avions couché ensemble qu'une fois, et c'était une chose d'ivresse. Cette année-là, le dîner était tout ce qui s'était passé. L'année suivante, encore rien ne s'est passé. Mais il y avait cette tension bizarre entre nous. Ça commençait à sembler que nous n'allions aux conférences que pour nous voir. La 8e année, juste pour briser cette tension, nous avons couché ensemble. Je ressens le plus de culpabilité pour celle-là. Ces 3 dernières années, je l'évitais et fantasmais sur ce que ce serait de coucher avec Randy. C'était affreux, pire qu'affreux, et c'était ennuyeux. Tu sais déjà que le sexe n'est pas vraiment une question de taille, mais l'équipement de Randy n'était pas vraiment à ta hauteur en termes de dimension. Et pire encore, je suppose que Randy était avec sa femme depuis très longtemps, et il savait exactement ce qu'elle aimait. Cependant, ce n'étaient pas les mêmes choses que j'aime. J'ai réalisé alors que j'avais fait une terrible erreur. L'année suivante, j'ai de nouveau évité Randy. Je ne veux pas dire que je n'ai pas dîné avec lui ou que je n'ai pas couché avec lui. Je ne lui ai même pas parlé. Je me suis pratiquement caché. Je suis allé vers lui vers la fin et j'ai fait semblant de tomber sur lui après l'avoir cherché longtemps. Je lui ai posé beaucoup de questions sur sa femme et je suis parti. L'année d'après, John, ça faisait 10 ans que nous allions à cette conférence. Randy m'attendait à l'aéroport. Il n'arrêtait pas de me dire à quel point cette année était spéciale. Nous avions été amis, comme il l'appelait. Pendant 10 ans, c'était comme notre anniversaire ou quelque chose. J'ai fini par lui accorder une coucherie par pitié et en souffrir parce que je ne voulais pas blesser ses sentiments. C'était vraiment un mec gentil. Ouais, ai-je dit. Tellement gentil que coucher avec lui valait plus que ton propre mariage. John, tu dois comprendre, il était vraiment beaucoup comme toi, et je ne voulais pas blesser ses sentiments. De plus, ça n'arrivait qu'une fois par an. Il n'y avait rien de sauvage ou d'étrange là-dedans. C'était comme du sexe de vieux. D'un autre côté, regardez ce que toi et moi faisons. Il n'y avait pas de comparaison. Randy n'était pas expérimental. C'était comme du sexe romantique sans la romance. Je ne lui ai jamais fait de fellation, et il n'a été qu'à un seul endroit, si tu vois ce que je veux dire. Erika, tu ne comprends pas non plus. Ai-je dit, toi et moi avons commencé à être expérimentaux après que j'ai découvert pour toi. Pense-y, je te laisse me faire une fellation, mais je ne te fais plus rien. Je ne mets ma bouche nulle part où Randy est allé.
Et j'ai commencé à coucher avec toi parce que je voulais avoir quelque chose que Randy n'avait pas eu. Mais aussi parce que, d'une certaine manière, je voulais te blesser et te faire faire quelque chose que tu ne voulais pas faire. Jusqu'à il y a quelques nuits, le moment que tu as dit être le meilleur sexe que nous ayons jamais eu, toi et moi n'avons pas fait l'amour non plus. Il n'y a pas eu de romance, parce que de mon côté, je couchais juste avec toi comme je le ferais avec une prostituée. Tu étais juste là, et tu étais disponible. Son visage s'est effondré un peu alors. Donc, pour les années suivantes, je l'ai juste surmonté. Je savais que chaque année, j'attendais avec impatience d'être avec Randy à la conférence. C'était un grand ami, et bien que je redoutais ça, je savais que je devrais endurer de coucher avec lui à la fin. Quelques années après ça, j'ai commencé à inventer des excuses. Une année, j'avais mes règles. L'année suivante, j'y ai fait face. L'année d'après, j'ai prétendu avoir une infection à levure. L'année suivante, j'avais encore mes règles. Donc j'ai passé environ 3 ans sans avoir à coucher avec lui. Puis nous le faisions, et je sautais quelques années. L'année où ça s'est terminé, nous n'avions pas couché ensemble depuis 4 ou 5 ans. Il parlait toujours de ça comme s'il aimait vraiment coucher avec moi. Mais c'était comme arracher des dents pour moi. Mais c'était mon ami. Il aimait entendre combien je tenais à lui. Nous nous disions souvent que nous nous aimions. Je n'ai jamais vraiment ressenti ou voulu dire quoi que ce soit de tout ça. Je ne voulais simplement pas le blesser. Donc, tu as choisi de me blesser à la place. Ai-je rétorqué. John, comment as-tu été blessé? A-t-elle demandé. Ça durait depuis plus de 20 ans quand tu l'as découvert. Pendant ces mêmes 20 ans, toi et moi avons probablement eu des relations sexuelles littéralement plus de 2000 fois. Et j'ai aimé chacune d'elles. Au total, j'ai couché avec Randy peut-être 8 fois au maximum, et j'ai détesté chaque fois dont je me souviens. S'il s'était agi d'un cas où j'avais mis Randy avant toi, je pourrais comprendre, mais ça n'est jamais arrivé. S'il s'était agi d'un cas où je t'avais donné des restes, ou fait quelque chose pour t'embarrasser, je pourrais comprendre, mais ça n'est jamais arrivé. Je t'aime trop pour ça. C'était une chose qui arrivait 1 fois par an, si loin de là où nous vivons, que personne qui nous connaît n'aurait été dans les parages. Donc, il n'y a aucun moyen que tu aies été embarrassé par ça. Et même l'année où tu as battu ce pauvre Randy et mis fin à ça, ça se terminait déjà de lui-même, puisque tu connais mes textos à lui. Tu sais probablement aussi que nous avions parlé au dîner de combien les choses étaient meilleures quand nous ne couchions pas ensemble. Juste en appréciant la compagnie l'un de l'autre, cette relation se serait terminée d'elle-même bientôt de toute façon. Je n'allais plus jamais coucher avec lui. C'est ce que je voulais dire. Car nous étions mieux sans la culpabilité. J'essayais juste de le laisser tomber doucement. Je pensais que la relation s'étiolerait naturellement, sans que j'aie à blesser ses sentiments. John, tu dois me croire, je t'aime. Je n'aime que toi. Quoi que j'ai fait avec Randy, c'était juste une stupide erreur que j'ai faite il y a longtemps. Et je ne savais pas comment m'en sortir. Toi et moi avons tellement plus d'histoire, d'amour et de vie ensemble. S'il te plaît, ne jette pas tout ça. Je me suis assis et l'ai regardée, essayant de traiter tout ce qu'elle avait dit. La colère en moi bouillonnait encore, mais je pouvais voir la douleur et la sincérité dans ses yeux. C'était la femme que j'avais aimée pendant des décennies, la mère de mon enfant, ma partenaire dans la vie, mais la trahison coupait si profondément. Je comprends. Erika, ai-je dit lentement, je comprends que tu as fait une erreur et que tu le regrettes. Mais le fait demeure que tu m'as trahi, tu nous as trahis, chaque fois que tu l'as rencontré, chaque fois que tu lui as dit que tu l'aimais, tu nous as enlevé quelque chose. Tu as détruit ma confiance, ma foi en toi, en notre mariage, et bien que je puisse voir que tu es désolé, et peut-être même comprendre pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Je ne pense pas pouvoir jamais surmonter ça. Les larmes coulaient sur son visage pendant qu'elle écoutait. « John, s'il te plaît » a-t-elle murmuré. « Je ferai n'importe quoi pour réparer ça. N'importe quoi. Donne-nous juste une autre chance. Nous pouvons aller en thérapie. Nous pouvons travailler là-dessus. S'il te plaît, ne mets pas fin à notre mariage pour quelque chose qui est fini depuis si longtemps. » J'ai secoué la tête. Ce n'est pas juste l'aventure. Erika, ce sont les mensonges, la tromperie. Pendant 28 ans, tu m'as caché ça. Pendant 28 ans, tu m'as laissé croire que notre mariage était quelque chose qu'il n'était pas. Tu m'as enlevé ma capacité à prendre une décision éclairée sur ma propre vie, sur si je voulais ou non rester avec quelqu'un qui pouvait me faire ça. Tu m'as volé ce choix. Elle sanglotait de manière incontrôlable, et Samantha a tendu la main pour la réconforter. « Papa, s'il te plaît » a dit Samantha. « Maman a fait des erreurs, mais elle essaie de réparer,
Ne peux-tu pas au moins essayer de travailler là-dessus? Pour moi, pour les petits-enfants. J'ai regardé ma fille, la douleur dans ses yeux reflétant la mienne. Sami, je t'aime. Je t'aime plus que tout. Mais ce n'est pas quelque chose que je peux simplement pardonner et oublier. Ça me ronge depuis des années, et je ne peux plus vivre comme ça. Je ne peux pas continuer à prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Erika a essayé de parler à nouveau, mais j'ai levé la main. Erika, je ne veux plus entendre. Tu as dit ce que tu avais à dire. Maintenant, il est temps pour moi d'avancer. Je vais demander le divorce. Tu peux prendre ce que tu veux dans la maison, mais j'ai besoin que tu sois parti d'ici la fin de la semaine. Papa, s'il te plaît, a supplié Samantha. Ne fais pas ça. Je suis désolé. Sami, ai-je dit, la voix brisée, mais c'est quelque chose que je dois faire pour moi. Je ne peux plus vivre avec cette trahison. Erika s'est effondrée dans une chaise, son corps secoué de sanglots. Samantha s'est agenouillée à côté d'elle, essayant de la consoler. Je me suis levé et suis sorti de la maison, le poids des années de trahison et de douleur pesant sur moi. En conduisant, j'ai pensé à toutes les années que nous avions passées ensemble, tous les souvenirs que nous avions créés. Ça faisait mal de penser que tout cela avait été entaché par l'aventure d'Erika, par ses mensonges, mais je savais que rester avec elle ne ferait que prolonger la douleur. J'avais besoin de trouver un moyen de guérir, d'avancer dans ma vie. J'ai passé les jours suivants à mettre mes affaires en ordre. J'ai demandé le divorce et pris des dispositions pour qu'Erika déménage de la maison. Samantha a essayé de me parler plusieurs fois, mais je ne pouvais pas me résoudre à en discuter davantage. La décision était prise, et j'avais besoin de me concentrer sur l'avenir. Le jour où Erika a déménagé était doux amer. Elle n'a pris que ce dont elle avait besoin, laissant derrière elle beaucoup des choses que nous avions accumulées au fil des ans. En franchissant la porte pour la dernière fois, elle s'est tournée pour me regarder, les yeux pleins de chagrin. « John, je suis tellement désolé. » a-t-elle dit, sa voix à peine un murmure. « Je sais, Erika. » ai-je dit, mais désolé ne suffit pas. Adieu. Sur ce, elle est partie, et j'étais seul dans la maison qui avait autrefois été remplie d'amour et de rire. Je savais que la route à venir serait difficile, mais je savais aussi que j'avais besoin de trouver un moyen de reconstruire ma vie, de retrouver la paix et le bonheur une fois de plus. Au cours des mois suivants, je me suis concentré sur moi-même. Je me suis plongé dans mon travail. J'ai passé du temps avec des amis, et j'ai même recommencé à sortir avec des femmes. Ce n'était pas facile, mais lentement. J'ai commencé à guérir. J'ai réalisé que bien que la trahison d'Erika ait été dévastatrice, elle ne me définissait pas. J'étais plus fort que ça, et je pouvais retrouver le bonheur. Samantha a fini par accepter le divorce. Elle aimait toujours sa mère, mais elle comprenait pourquoi je ne pouvais pas rester. Notre relation s'est renforcée, alors que nous nous soutenions mutuellement à travers les moments difficiles. En fin de compte, j'ai trouvé la paix en sachant que j'avais fait ce qui était le mieux pour moi. J'avais repris ma vie et mon bonheur. Et bien que les cicatrices de la trahison d'Erika seraient toujours là, elles ne me contrôlaient plus. J'étais libre d'avancer et de construire un nouvel avenir, rempli d'espoir et de possibilités. 5 ans ont passé depuis ce jour fatidique où j'ai enfin quitté Erika. J'ai passé ces années à reconstruire ma vie, mais la douleur et la trahison résonnent encore dans mon esprit. Surtout après la révélation choquante que Samantha n'est pas ma fille biologique. La vérité a éclaté lors d'une dispute houleuse avec Erika à propos du règlement du divorce. Erika, dans un moment de désespoir, a laissé échapper que Samantha était la fille de Randy. Un test de paternité l'a confirmé. C'était dévastateur. La fille que j'avais aimée et élevée comme la mienne n'était pas biologiquement la mienne. La trahison coupait encore plus profondément. Et c'était la goutte d'eau. Samantha, malgré tout, a soutenu sa mère. Elle ne comprenait pas pourquoi j'étais si déterminé à avancer. C'était comme un couteau dans le cœur quand elle a choisi de soutenir Erika après tout ce qui s'était passé. En fin de compte, j'ai décidé de retirer Samantha de mon testament. Ce n'était pas une décision que j'ai prise à la légère, mais je sentais que j'avais besoin de reprendre le contrôle de ma vie et de mon héritage. Nous avons partagé nos biens 50-50. Erika prenant la moitié de nos économies et quelques objets personnels. J'ai gardé la maison, mais elle semblait vide sans la famille que je pensais autrefois être la mienne. Alors, je l'ai vendue et j'ai emménagé dans un appartement moderne en ville. La transition a été difficile, mais j'ai trouvé du réconfort dans mon travail et j'ai lentement recommencé à sortir.
C'est lors d'une conférence d'affaires que j'ai rencontré Lisa. Elle était une bouffée d'air frais, intelligente, gentille et sincèrement intéressée par moi. Lisa avait sa propre carrière réussie en tant que cadre en marketing. Et son histoire de vie était rafraîchissante, exempte des complications qui avaient marqué la mienne. Elle avait été mariée une fois auparavant, mais son mari était décédé dans un accident tragique. Malgré sa perte, elle restait optimiste et pleine de vie. Nous avons commencé à sortir ensemble, et pour la première fois en années, je me sentais vivant à nouveau. Lisa avait une manière de me faire oublier le passé et de me concentrer sur le présent. Sa présence dans ma vie était comme un baume cicatrisant, guérissant lentement les blessures laissées par la trahison d'Erika. Pendant que je retrouvais le bonheur, la vie d'Erika a pris un tournant pour le pire. Après le divorce, elle a emménagé dans un petit appartement et a essayé de trouver un emploi. Mais sa dépression et sa culpabilité l'ont consumée. Elle a commencé à boire lourdement et sa santé s'est rapidement détériorée. Le poids de ses actions et la perte de sa famille ont eu un lourd tribut sur elle. Les tentatives d'Erika pour renouer avec Samantha n'ont eu qu'un succès limité. Samantha, bien que soutenant sa mère, ne pouvait pas pleinement comprendre l'ampleur des actions de sa mère. La tension entre elles s'est accrue, et Erika se sentait de plus en plus isolée. Elle a essayé de trouver du réconfort dans l'alcool, mais cela ne l'a fait que sombrer davantage dans la spirale. Finalement, Erika a perdu son emploi et s'est retrouvée à l'aide sociale. Son apparence autrefois vibrante s'est estompée.